Bonjour et bienvenue dans ce nouveau JMT. Pour cette première édition du mois d'août, nous allons parler marché, batterie, gros camions, sans oublier l'histoire ou le concept de la semaine. Dans cette édition, une nouvelle rubrique clôturera le journal et si elle vous plaît, reviendra souvent dans les prochaines éditions. Installez-vous bien confortablement, on va y aller. Pour le premier sujet de la semaine, nous allons prendre un peu de recul sur l'automobile et nous intéresser à l'électricité en elle-même. Alors que beaucoup nous serinent que l'électricité produite par des moyens renouvelables ne remplacera jamais les moyens traditionnels, la Californie est en train de prouver le contraire. 100 jours, c'est la durée pendant laquelle la production électrique renouvelable californienne a atteint la demande du réseau général de l'État. Pour parvenir à un tel résultat, ce sont des efforts de plusieurs années qui ont été nécessaires. C'est un achèvement magnifique, mais attention, il faut, comme d'habitude, lire entre les lignes du titre putaclic avant de se faire une bonne idée de la réalité. En regardant l'article d'Electrek qui m'a mis la puce à l'oreille, on constate que ce qu'on aurait pu penser, à savoir que l'électricité californienne est fournie exclusivement par des moyens renouvelables depuis 100 jours, n'est pas la réalité. Même si le constat est une belle réussite dans les faits, l'État est encore loin de consommer une production électrique verte en totalité. Ce qui est dit en fait, c'est que cela fait désormais 100 jours que les moyens de production renouvelable développent une puissance en crête correspondant à la demande pendant quelques minutes ou quelques heures dans la journée. Pour que ce soit possible, il a fallu plusieurs facteurs concomitants. Premièrement, les facteurs liés à l'infrastructure. Les moyens de production en panneaux photovoltaïques, en géothermie, en éoliennes et petites ou grandes installations hydroélectriques ont désormais atteint un niveau permettant de répondre ponctuellement à la demande. Deuxièmement, les conditions météo étaient de la partie. Avec un ensoleillement record, mais aussi beaucoup de vent dans le sud-ouest des États-Unis depuis mars, il est normal que les productions grimpent à de très hauts niveaux. Donc la Californie ne consomme pas que de l'électricité verte, mais toutefois on est à la croisée des chemins, puisqu'avec le développement futur des énergies renouvelables, la Californie va se retrouver avec des excédents pendant les périodes de forte production, et il serait idiot de perdre l'électricité produite. Pour pallier à cette nouvelle situation et permettre de passer à l'étape suivante, à savoir le glissement progressif de l'ensemble des consommations vers le renouvelable, c'est le stockage qui devient le fer de lance du programme. Batterie, réservoir hydroélectrique sous forme de step, éventuellement production d'hydrogène au pire des cas, sont des solutions qui sont réalisables de suite. Avec la demande qui augmente en même temps que l'électrification des transports, mais aussi de la génération de chaleur ou de froid, le challenge est désormais énorme, mais pas irréaliste, loin de là. De nombreuses sociétés sont déjà sur les rangs pour profiter de cette formidable opportunité de construire un monde plus respectueux de l'environnement, et le leader dans ce domaine n'est pas inconnu des automobilistes. Tesla a en effet prévu ce virage il y a maintenant une dizaine d'années et ses capacités de production explosent pour répondre à cette demande. Encore une fois, Elon Musk a vu avant tout le monde ce que d'autres estimaient au mieux improbable et au pire impossible, mais qui devient une évidence maintenant que les moyens de production ont atteint le point critique où il devient nécessaire de leur adjoindre un second étage pour atteindre le but final. Se passer totalement des carburants fossiles pour l'énergie. À suivre assurément. Revenons maintenant en Europe, sans pour autant délaisser les États-Unis d'ailleurs, avec une annonce plus qu'intéressante faite par LG Energy Solutions, un acteur majeur de la transition énergétique. S'il planifie une expansion énorme de son activité, c'est sur un fond de défiance face à la Chine que LG compte bien tirer son épingle du jeu. Depuis maintenant plusieurs années, l'automobile électrique bute sur un point extrêmement important qui freine son adoption, le prix d'achat des autos. Si l'autonomie ou la recharge sont souvent cités comme frein à l'adoption, ce sont des points qui ne sont que des seconds rôles. Dès les débuts de Tesla, Elon Musk avait déjà pointé que ce problème devrait être réglé si on voulait que le pétrole ne soit pas brûlé inutilement. Ainsi, les premiers clients de la marque, mais aussi les clients d'autres constructeurs, ont dû mettre la main à la poche pour acquérir les premières autos électriques modernes. Même les Leaf et Zoé étaient hors de prix pour beaucoup.
Tesla a entamé la réduction des coûts et des prix, mais aujourd'hui, il semblerait que le marché a besoin d'une nouvelle évolution pour baisser de nouveau drastiquement les prix de vente. Et c'est par les batteries que cela passera. Lors du X Takeover, événement regroupant les amateurs de Tesla et de SpaceX, le patron des deux entreprises s'est exprimé sur le sujet et disait à juste titre que si on pouvait proposer une auto moins chère tout en permettant une autonomie de 300 miles, soit un peu moins de 500 km, tout en ayant des vitesses de charge raisonnables, eh bien le marché exploserait. Or, Tesla, mais aussi d'autres constructeurs, doivent pour cela intégrer des batteries moins chères aux performances correctes, mais aussi plus durables et sûres. Et en fait, celles-ci existent déjà. BYD ou CATL, mais aussi Ufine, CALB, Farasis ou EV en produisent déjà en Chine à des coûts intéressants. Ce que l'on sait moins, c'est que Panasonic, LG ou Samsung en fabriquent aussi, mais en nettement moins grand nombre que des cellules nickel, manganèse, cobalt. Pour LG, la balance pourrait bien se rééquilibrer vers le LFP rapidement, puisque deux annonces vont dans ce sens. Premièrement, la mise en place de taxes d'importation européenne sur les voitures électriques chinoises favorise LG, qui est déjà implanté en Europe, mais sur un marché où les voitures sont encore trop chères. Tous les constructeurs vont devoir s'adapter et proposer des autos à prix plus raisonnables. Ils sont donc tous demandeurs de cellules à chimie LFP pour leurs batteries. LG a en conséquence décidé d'implanter de nouvelles unités de production de cathodes LFP pour alimenter le marché commun. Il y a toutefois un souci à régler avant de pouvoir disposer de grandes quantités de ces batteries bon marché. Les matériaux. La Chine a en effet mis en place des mesures protectionnistes pour l'exportation de certains composants essentiels comme le graphite et d'autres matériaux stratégiques. Pour contourner toutes ces barrières, Won Jong-soo, à la tête du département des batteries automobiles de LG, a annoncé le 29 juillet être en discussion avec 3 grands fabricants chinois pour s'assurer les approvisionnements nécessaires. Il déclare en outre être prêt à créer des co-entreprises avec les fournisseurs chinois afin de pouvoir créer des productions au Maroc, en Finlande et en Indonésie. Ces 3 localisations sont pressenties, mais il est possible que cela change. Une telle capacité de production permettrait aux usines européennes de disposer des batteries dont elles ont besoin pour étendre les gammes de véhicules électriques vers le bas, sans risquer de voir les approvisionnements altérés par les relations internationales. En parallèle, l'annonce de réduction des efforts pour la mise en production de batteries nickel, manganèse, cobalt dans le Michigan a jeté un froid pour General Motors. En effet, le programme Ultium du constructeur américain repose sur des cellules fournies par LG. Alors que l'usine devait produire 50 GWh de cellules pour fin 2024, le programme est retardé de 18 mois environ selon le coréen pour s'adapter à la demande. En effet, les produits proposés par l'américain restent chers et ont recours à d'énormes packs comme le Hummer EV, le Silverado ou les Cadillac. Les produits meilleur marché sont à la traîne et la nouvelle Bolt, petit monospace abordable, ne sera pas prête avant plusieurs mois. Au final, on constate que l'industrie automobile traditionnelle a toujours autant de mal à s'adapter à la demande du public et réagit toujours avec un coup de retard. Les producteurs tels que LG, qui investissent massivement dans la transition énergétique, sont du coup plus réactifs et dirigent le marché. Pour le fabricant coréen, l'avenir passe par les cellules cylindriques au format 46 mm et à la chimie LFP. Autrement dit, ce qui intéresse les acteurs les plus en avance, comme Tesla ou Rivian. Sur le terrain automobile, si les Chinois font les têtes d'affiche ces derniers temps, l'un d'entre eux sort du lot en réussissant à atteindre ses objectifs avec le premier modèle de sa gamme. Décidément, les Chinois n'ont pas fini de nous étonner, et Xiaomi n'est pas un concurrent qu'on attendait sur le marché de l'automobile. L'entreprise n'est pas vieille puisque créée en 2010. Elle n'en a pas moins réalisé un coup de maître sur les marchés de l'électronique grand public et des appareils tech. Ainsi, en 2021, le Chinois devient le second producteur mondial de smartphones juste derrière Samsung, en dépassant le mythique américain Apple. Tous les produits de la marque reproduisent les écosystèmes de ses concurrents, et c'est logiquement qu'elle devient opérateur de téléphonie mobile en 2015. Du sèche-cheveux au compresseur pour pneumatique, en passant par les téléphones, tablettes ou télévisions connectées, tout semble réussir à Xiaomi. Malgré un passage à vide en 2021 en raison de sa mise sur la liste noire aux côtés de Huawei par l'administration Trump, l'entreprise trouve un accord et peut reprendre son offensive sur le marché nord-américain. En Europe, c'est tout différent, car à la même époque, Xiaomi devient le premier vendeur de smartphones en France. Dans notre pays, beaucoup ont découvert la marque grâce aux trottinettes électriques M365.
Bon marché et plutôt performante, elle souffrait toutefois de quelques faiblesses de conception. Ce sera progressivement amélioré sur les versions ultérieures. De la trottinette à la voiture électrique, il n'y a qu'un pas. Mais il a fallu d'autres compétences que celles dont l'entreprise disposait pour le franchir. C'est avec l'aide de BAIC, grand constructeur chinois travaillant déjà pour Volkswagen ou GM par exemple, que le géant de la tech s'est lancé dans la création d'une grande berline qui a tout pour étonner. La SU7 impressionne. Son avant est très inspiré des McLaren, tandis que sa partie arrière fait penser à une Dodge. L'intérieur est hyper connecté comme on pouvait le supposer, et elle intègre des idées nouvelles plutôt sympas. Son ergonomie se base sur les tablettes tactiles et une commande vocale performante, issue de son expérience avec les smartphones. La Xiaomi peut aussi recevoir en accessoire une barrette de boutons physiques pour les plus traditionnalistes. C'est plutôt une bonne idée. Elle est équipée pour recevoir 2 tablettes à l'arrière des sièges avant si le besoin s'en fait sentir. Voilà une bien meilleure idée que de mettre un écran d'office pour les passagers arrière qui ne sert à rien si on emmène du monde que rarement. Moteur et batterie sont on ne peut plus classiques dans leur technologie, que ce soit pour la version propulsion ou 4 roues motrices. 2 packs batteries sont au programme avec 73 et 100 kWh en architecture 800 volts. En revanche, ce qui est une première, c'est l'intégration directe des cellules dans la coque de la voiture. Plus de packs séparés ici. C'est bien pour le poids et la simplicité, nettement moins pour la maintenance ou la réparation. Au final, elle est une concurrente avouée des Tesla Model S, Lucid Air ou Mercedes EQS, mais pour moins cher qu'une Model 3. En effet, la chinoise démarre à un prix inférieur à 28 000 € sur son marché local, alors que la Tesla la moins chère est bien au-dessus des 31 000 €. Merci à l'usine hyper automatisée qui a vu le jour à Pékin, mais aussi à certaines omissions acceptables sur le territoire chinois, mais pas du tout aux standards occidentaux. Ainsi, la voiture se passe de cache pour les câbles haute tension ou de système d'ouverture mécanique de secours pour les portes. De manière générale, la voiture est certes d'apparente bonne qualité, elle n'en est pas moins perfectible sur plusieurs points de confort, de sécurité et d'utilisation, surtout au niveau de son logiciel d'ailleurs. Pourtant, malgré un crash ayant révélé pas mal de ses failles en avril 2024, la voiture semble bien se vendre, et la production accélère encore. Xiaomi a prévu d'en vendre 100 000 cette année, et il semblerait qu'elle en prenne le chemin plus vite que prévu. Les dirigeants de l'entreprise sont confiants. Ils annoncent pouvoir atteindre cet objectif pour fin novembre, ce qui est une sacrée performance. Donc oui, Xiaomi fait une entrée fracassante sur le marché de la voiture électrique, mais il lui faudra revoir sa copie pour faire entrer son modèle sur les marchés occidentaux, et le chemin est encore long, mais le chinois a déjà démontré qu'il en était capable. J'en parlais la semaine dernière, et l'actualité confirme déjà mes craintes. La vente de données personnelles que collectent vos autos intéresse beaucoup de monde, et il y a toujours des entreprises prêtes à se faire du gras sur votre dos. Dans une lettre à la Commission fédérale du commerce américaine, 2 sénateurs, Ron Wyden et Edward Markey, ont dénoncé la vente de données personnelles par Hyundai, Honda et General Motors. L'acheteur est un revendeur de données bien connu du nom de Verisk. Travaillant essentiellement pour les assureurs, le broker produit des rapports généraux, mais aussi des fiches personnalisées permettant aux assureurs de disposer des données de conduite, dont l'historique des localisations du client, les statistiques de freinage d'urgence ou les comportements de conduite, voire même les détections d'accidents. Les constructeurs incriminés ne nient pas et se défendent même d'avoir caché ce fait, puisqu'ils ont, selon eux, fait signer des accords aux clients concernés. Ce sont ainsi les données personnelles d'1 700 000 voitures que Hyundai a ainsi vendues pour une somme d'un peu plus d'1 million de dollars, tandis que Honda parle de 97 000 jeux de données pour 26 000 dollars seulement. Ouais. GM, par contre, ne communique pas l'étendue de la vente ni son montant, mais précise avoir vendu ces données à 2 autres entreprises comme Verisk en supplément, sans les nommer. Le constructeur américain précise que le programme a été supprimé en juin 2024. Mais les voitures sont toujours en mesure de remonter ces informations. Les 3 constructeurs se défendent d'avoir floué les clients qui étaient tous au courant et consentants selon eux. Des accords de divulgation de données ont été signés par ces derniers, mais les conditions dans lesquelles cela a été fait n'ont pas été très claires. L'argument commun est de permettre aux bons conducteurs de faire baisser les primes d'assurance en prouvant une bonne conduite, mais l'effet inverse a toujours été mis de côté. Par exemple, un accident où le client ne fera pas appel à son assurance sera forcément détecté, et il est probable que cela influe sur sa prime d'assurance tout de même.
L'enquête révélera si les conditions dans lesquelles les accords des clients ont été obtenus sont ou non légales et conformes à la défense des consommateurs. Verisk défend aussi son business en déclarant ne jamais vendre ses données si le client n'a pas spécifiquement donné son accord pour un assureur bien précis. Mais cela reste à prouver, surtout que l'accord peut prendre la forme d'une simple case à cocher sur une application ou un site web, et le tout avec des petites lignes compliquées à lire. Pourtant, même si cette affaire est légale, ce qui reste à prouver, cela met en lumière une inquiétude sur le plan de la technologie. Si les voitures collectent et envoient les données non anonymisées vers les serveurs du constructeur, on est face à un recul énorme de la vie privée. Tesla annonce anonymiser les données directement dans la voiture avant de les envoyer, et cela a été vérifié à plusieurs reprises par les législateurs de plusieurs continents. En revanche, ce que transmettent les autres marques n'est visiblement pas aussi anonyme que cela. Vous savez désormais que vos habitudes, vos déplacements, votre image et même votre façon de conduire peuvent être utilisés contre vous, puisque certains ont décidé de vous fliquer pour gagner de l'argent. Assureurs, mutuelles ou publicitaires, voire les autorités liberticides de certains pays, sont des clients potentiels de ce type de broker. Et si ces derniers se présentent en parangon de vertu, ils ont toute latitude pour vendre vos données à qui en a les moyens. Enfin, ne pensez pas qu'en France ou en Europe, vous êtes à l'abri de ce type de comportement, même si c'est illégal. Si votre voiture déverse les données dans un serveur hors d'Europe et que les brokers mettent la main dessus, après un rapide transit dans les pays plus libéraux de ce point de vue, elles deviendront toutes propres et légales pour les sociétés qui décident de les acquérir en France ou en Europe. Décidément, il devient de plus en plus compliqué de préserver sa vie privée numérique. Maintenant que nous avons traité des sujets mercantiles du jour, passons à la technique. C'est Tesla qui, une nouvelle fois, s'est fendu d'un brevet faisant évoluer de nouveau sa cellule 4680 Roadrunner. Présentées lors du Battery Day de septembre 2020, les cellules 4680 Roadrunner de Tesla n'ont cessé d'évoluer depuis. Présentées comme révolutionnaires au départ, il faut bien reconnaître qu'elles sont rentrées dans les rangs pour leur mise en production. Certaines caractéristiques ont en effet été revues pour permettre un démarrage de la fabrication avant d'être totalement finalisées d'un point de vue technique. Pour la première évolution de la cellule, seules quelques innovations ont été conservées. Le format tout d'abord qui permet d'être mieux adapté à la production de grosses batteries comme celles utilisées dans l'automobile. En conjonction avec le système multilanguette de ces électrodes, ces cellules sont un peu plus efficaces et moins chères que les 2170. Elles n'en sont pas moins éloignées des promesses de départ. La seconde phase de développement a été la mise en production des électrodes dont les composants actifs sont déposés par voie sèche. Elon Musk a annoncé que c'était désormais chose faite et que les premiers Cybertrucks équipés de ces cellules sont en cours de test. La conséquence de cette évolution n'est pas tant sur le plan de l'efficacité que du coût. En effet, la nouvelle cellule est bien moins chère à produire que la première itération, et donc conduira à une baisse du coût de revient des autos. Reste un aspect présenté en 2020 qui n'a pas été implémenté sur les cellules de série. Les nouvelles chimies de cathode. Le composé lithium fer phosphate a été abandonné rapidement, tandis que la chimie high nickel annoncée au départ n'est toujours pas produite. Il ne reste que la classique nickel manganèse cobalt dans la gamme des 4680 Tesla. C'est pourtant en passe de changer car le constructeur a présenté un brevet intéressant sur ce point. Alors que les 4680 voulaient en grande majorité se passer du cobalt, mais aussi de manganèse, ce dernier métal fait son retour dans les nouveaux projets de Tesla pour 3 raisons. Premièrement, le manganèse est bon marché et abondant. Il permet de réduire le coût des cellules et constitue une voie intéressante pour les batteries à forte densité énergétique. Deuxièmement, l'utilisation de composés dopés au manganèse permet de conserver, voire d'améliorer la densité énergétique, mais Tesla n'est pas super précis sur ce point. Enfin, et c'est là que ça devient intéressant, augmenter la proportion de manganèse améliore la durée de vie des cellules. Je cite, les matériaux de cathode actifs dopés au manganèse décrits ici peuvent aider à réduire la dissolution du manganèse et ainsi améliorer la durée de vie en cycle et la conservation de la capacité dans les dispositifs de stockage d'énergie. Selon Tesla, une telle modification débouche sur une augmentation de 50 cycles de la durée de vie en laboratoire. Petite parenthèse ici. L'article d'Inside EV que j'ai utilisé pour préparer entre autres ce sujet fait plusieurs erreurs ou raccourcis. 50 cycles, c'est selon eux 20 000 km à peine, pour une durée de vie totale d'une batterie Tesla qu'ils estiment à 300 000 km, ce qui est foncièrement faux. En effet, si les batteries de première génération avaient une telle durée de vie, ce n'était pas le cas des cellules qui la composent.
Les packs cassaient le plus souvent pour des soucis de soudure de fils de remontée d'informations ou pour des oxydations des cartes électroniques. Les modèles S après 2015 ont démontré des durées de vie largement supérieures et qui sont pourtant encore assez loin de celles qu'on constate aujourd'hui sur les modèles 3 et Y. Une batterie Tesla, si elle est garantie 200 000 km et 8 ans, a une durée de vie bien plus longue. Même en tenant compte de 1500 cycles et d'une autonomie réelle moyenne de 400 km pour une modèle Y long range, la durée de vie d'une batterie NMC LG actuelle s'établit plutôt à 600 000 km, tandis que les CATL ou BYD tutoient plutôt les 800 000 km. Deuxièmement, 50 cycles en laboratoire, et donc dans les conditions les plus contraignantes possibles, se traduisent par une progression bien plus grande dans un pack bien conçu et correctement géré thermiquement. Certes, 50 cycles, ce n'est pas beaucoup, mais ce sont les petits pas qui font les grands voyages. Dans notre monde où le sensationnel est notre quotidien, même s'il débouche presque toujours sur une déception dans la vie réelle, de telles annonces peuvent sembler insignifiantes. Et pourtant, ce sont elles qui devraient retenir notre attention, car elles constituent les vraies avancées qui font progresser l'usage de nos voitures électriques. Si on parle énormément des voitures autonomes en ce moment et de la difficulté à les faire fonctionner dans des environnements compliqués comme les villes, il est des domaines où l'état actuel des connaissances permet leur application directe dès aujourd'hui. Liebherr et Fortescue annoncent un partenariat pour le prochain modèle de camion électrique autonome de la marque allemande. Et ça va être du lourd! Tous les poids lourds ne sont pas destinés à circuler sur la route, et celui dont nous allons parler maintenant n'y aurait pas sa place. En fait, il n'aurait pas de place tout court pour y rouler. Un dumper, ou tombereau pour les intégristes de la langue française, c'est en gros une benne basculante sur roues. Dans les mines et carrières, ils sont une population de véhicules extrêmement importante pour charrier les masses immenses de matériaux. Le T264 de chez Liebherr est un de ces monstres pouvant charrier plus de 200 tonnes de matériaux dans sa benne. Pour déplacer le monstre à une vitesse maximale de 55 km/h, il ne faut pas moins de 2700 chevaux fournis par de gros moteurs diesel Cummins. Ce sont de véritables locomotives sur roues. Les moteurs thermiques n'entraînent toutefois pas directement les roues, mais un alternateur. Ce sont des moteurs électriques qui assurent le déplacement, même pour ce gros consommateur de gasoil. Il y a quelques années déjà, le constructeur allemand avait lancé une gamme de dumpers équipés de batteries en lieu et place des moteurs, pour certaines applications particulières. En effet, si le camion consomme de l'énergie en montée, il en récupère pendant la descente, et les autonomies se sont avérées intéressantes pour les exploitants, dont Fortescue, entreprise minière australienne. Les camions à batterie Liebherr ont été doublés de versions à hydrogène pour compléter la panoplie des véhicules à zéro émission de l'opérateur. Mais il restait toutefois un autre frein à une augmentation de la rentabilité. Les chauffeurs sont hyper spécialisés et doivent garder une attention de tous les instants pour déplacer ces gros engins dans un espace dangereux où ouvriers et autres véhicules se croisent de manière aléatoire. Il fallait donc trouver une solution et la conduite autonome en est une. En test depuis juillet dans le même complexe minier que les camions à batterie, le nouveau T265 AHS pour Automatic Hauling System doit maintenant faire ses preuves. Le logiciel développé par l'Allemand prend en compte la gestion de toute une flotte de véhicules, les instructions de chargement et déchargement, mais aussi la sécurité et les itinéraires. Ainsi, le camion peut être optimisé pour une rentabilité maximale tout en ne requérant plus qu'une ou deux personnes pour gérer une flotte entière. Si les tests de validation donnent satisfaction, Fortescue compte l'adopter sur l'ensemble de sa flotte de camions dans toutes ses exploitations. On le voit, la technologie de nos voitures peut avoir des applications dans des domaines variés, et il est probable qu'elle ne révolutionnera pas que notre manière de nous déplacer. Pour le prochain sujet, ce n'est plus d'avenir ou d'espoir que nous allons parler, mais bien de la fin douloureuse de la plus formidable voiture électrique de General Motors, le V1. Nous sommes en 2001 et le V1 est toujours tiraillé entre une forte demande du public et la réticence de General Motors à la produire en masse. L'administration en place a changé et ce sont les républicains conservateurs et un féodé aux compagnies pétrolières qui dirigent le pays. Aussi étrange que cela puisse nous paraître aujourd'hui, acheter un gros SUV équipé d'un V8 gourmand ouvrait droit, à l'époque, à une aide financière pouvant aller jusqu'à 100 000 $ dans certains cas. Alors que certains s'offraient des Hummers presque gratuits, le client d'une V1 ou de toute autre voiture électrique pouvait déduire royalement 4 000 $ de ses impôts. GM en prend acte et ferme la ligne de production de l'EV1 après avoir racheté AM General, le fabricant du Hummer. Opportunisme quand tu nous tiens.
Il est alors décidé d'arrêter totalement le programme et de faire disparaître la voiture des routes de Californie ou d'Arizona. Il ne fallait pas laisser la moindre trace de cette aventure qui venait de démontrer, contrairement aux affirmations de GM, que la voiture électrique avait bien un avenir. La liste d'attente de plus de 4000 personnes en était une preuve, mais GM ne l'entendait pas de cette oreille. Pour faire disparaître toute envie de louer une V1, une équipe de téléconseillers est mise en place, afin d'appeler un par un au téléphone tous les clients de cette fameuse liste, dans le but de leur faire annuler leur commande. À force de rabâcher les défauts de l'auto et après avoir licencié un à un les commerciaux, la liste d'attente a fini par se réduire à 50 irréductibles américains. Mais l'affaire n'est pas finie pour autant. Des collectifs sont mis en place pour défendre les locataires de V1 et pour tenter de forcer GM à leur laisser leur voiture, quitte à les payer au prix fort. GM reste sourd et fait appel à la police pour récupérer une à une les autos pour les envoyer au pilon. Pendant ce temps, la loi californienne sur les véhicules zéro émission est abrogée sur la foi des témoignages des constructeurs promettant une autre révolution bien plus réaliste selon eux, l'hydrogène. On a vu ce que ça a donné. La voiture à batterie n'intéresse personne, toujours selon les constructeurs. Et en plus, elle ne sera jamais rentable pour les entreprises. Argument étayé par les coûts de fabrication de l'EV1. Clairement, le prix exorbitant de sortie d'usine de la voiture était une volonté manifeste du constructeur. Pourtant, le public ne suit pas cet avis et les médias montrent de plus en plus de récupération musclée de V1 auprès de clients qui ne voulaient pas la lâcher. On se souviendra longtemps de l'acteur Danny DeVito qui s'est couché devant son EV1 pour empêcher son chargement sur le camion qui l'emportait vers la décharge. Les clients étaient de plus en plus nombreux à se regrouper pour tenter de faire plier GM, allant jusqu'à proposer 1 900 000 $ pour racheter les voitures parquées dans le désert californien. Ils se relaient jour et nuit pour empêcher GM d'envoyer ses autos à la destruction, mais rien n'y fait. Nombre de personnes sont arrêtées et GM procède à la destruction systématique de chaque exemplaire. Le 23 juillet 2003, les derniers clients disposant d'une voiture du collectif organisent un enterrement géant avec un convoi de GM EV1 roulant derrière un corbillard vers le cimetière d'Hollywood Forever. La dernière EV1 est finalement reprise par GM dans un chaos incroyable. Le camion qui emmène la voiture vers le dépôt temporaire avant destruction est poursuivi par les clients déçus et ça fait un énorme tapage dans la presse. GM reste pourtant inflexible. C'est la fin de l'EV1, mais la graine plantée a fini par revivre. Les anciens acteurs du programme se retrouvent et une nouvelle auto naît, la T0. Elle sera l'ancêtre d'une nouvelle marque qui a bien vengé le V1 et a encore un peu plus remué le couteau dans la plaie de GM. Tesla. Les années qui suivirent furent dures pour General Motors qui a vu sa popularité durablement entachée en Californie, l'un de ses plus gros marchés. Pire encore, l'entreprise est aujourd'hui à la traîne dans le domaine de la voiture électrique, alors que si les plans initiaux de l'EV1 avaient été respectés, serait florissante et à la pointe du marché. Rick Wagoner, le PDG de GM de l'époque, reconnaît a posteriori « La décision d'arrêter le programme EV1 a été la pire erreur de ma carrière ». C'est un peu tard, mais finalement cela démontre bien que même un constructeur aussi puissant que GM ne peut arrêter la marche du progrès et faire abstraction de ce que veulent ses clients. Dans le concept de la semaine, ce n'est pas vers une marque exotique que nous allons nous tourner, mais vers une école de design bien française. Francesco Zeffirino Sbarro, c'est un nom qui sonne bien aux amateurs de voitures d'exception. C'est sous le diminutif de Franco Sbarro que le monsieur signe depuis les années 60 de formidables voitures issues de son atelier de Grandson dans le canton de Vaud en Suisse. Répliques, personnalisation et carrosserie originale, tout y passe. Apôtre de la fibre de verre pour lui donner toutes les formes possibles et imaginables, il n'en est pas moins un constructeur automobile à part entière. En effet, non content de savoir dessiner les autos, il a œuvré longtemps comme mécanicien dans un garage ou dans une écurie de course et a restauré des voitures anciennes. De plus, après avoir durablement imprimé les esprits avec ses carrosseries, il innove sur le plan de la mécanique. On se rappelle entre autres de sa Golf au châssis pivotant pour accéder à sa mécanique ou de la roue orbitale. Cette dernière fera sensation et sera reprise par nombre d'ateliers custom, mais aussi pour la première fois sur une moto de série, la Verge. Toutefois, Sbarro sait qu'il n'est pas éternel et il veut transmettre son savoir. Il crée donc une école de design qui doit former aussi bien à la théorie qu'à la pratique. L'école prend le nom d'Espera Sbarro.
Elle est depuis 2009 intégrée au cursus de formation continue de l'Université de technologie de Belfort-Montbéliard. C'est dans le cadre d'un de ces cursus que les étudiants ont planché sur un projet étonnant. Une monoplace électrique performante, la Dilemme. Il n'a fallu que 12 semaines de travail intense pour réaliser la voiture que vous avez sous les yeux. Elle intègre la grâce à la fonctionnalité. Rien à voir avec les formes tarabiscotées des Formule 1 actuelles. Sa propulsion toute électrique profite à la simplicité de l'ensemble et la verrière, qui remplace avantageusement les arceaux disgracieux des monoplaces de circuit, lui donne un aspect efficient. Au niveau de la mécanique, le choix s'est porté sur 2 moteurs à champ axial du fabricant YASA, filiale de Mercedes-Benz. Léger et compact, ils délivrent 100 kW chacun pour 750 Nm de couple. Voilà de quoi décoller si les ailerons ne plaquaient pas la voiture au sol. On n'a toutefois pas les performances de la machine, même si elle est parfaitement roulante. On le voit, avec de la motivation, on peut arriver à de magnifiques choses, même si cela reste cher de participer à l'aventure. Le cursus coûte en effet 11 000 €, mais cela n'empêche pas de voir toutes les places prises à chaque session. C'est toutefois une magnifique réalisation faite par des étudiants qui prouve que la valeur n'attend pas forcément le nombre des années. Pour terminer cette édition, voici enfin la nouvelle rubrique que je vous annonçais en début de journal. Dans le premier sujet de celui-ci, je vous appelais à lire les articles plutôt qu'à vous faire une idée juste sur le titre. Ce qui nous occupe aujourd'hui est assez proche de cette idée, mais en plus ridicule. Bienvenue dans le Piposcope du JMT où je démonte les désinformations les plus ridicules sur la voiture électrique. Tout commence ce matin, lorsque je vois dans mon fil Twitter ce post étonnant. Oui, je dis toujours Twitter parce que X, j'arrive pas à m'y faire. Le compte Papyrus2370 relaye une vidéo d'une, je cite, voiture électrique de nouvelle génération en train de brûler. Si l'auto ne me semble pas inconnue, il est clair que ce n'est pas un modèle électrique vendu en Europe. Donc, avant de me prononcer, je fais une capture d'écran et je fais une recherche sur Google Lens. Et je n'ai même pas besoin de regarder le résultat pour pouffer de rire. Une électrique avec un pot d'échappement. Bon, soit. Je fais ma recherche et je tombe sur la Mazda 3 4 portes. Du coup, ça ne m'étonne pas qu'elle me disait quelque chose. J'en ai vendu lorsque je travaillais chez un concessionnaire Mazda. Mon hilarité a été de courte durée car j'étais persuadé que le gars serait méchamment apostrophé pour un fake aussi manifeste. Eh bien non. Ce ne sont que des commentaires anti-électriques grossiers et agressifs que je découvre sous la publication, à l'une ou à l'autre exception près. Enfin, tant qu'ils restent visibles, ceux-là, parce que j'ai l'impression qu'ils disparaissent assez rapidement. Le constat est identique sous la publication d'origine, et je commence à me demander qui pourrait croire quelque chose avec la preuve du contraire directement dans l'image présentée. Un petit tour sur les publications de son compte m'a bien fait comprendre que ce n'était pas un cas isolé, et que j'avais affaire à un groupe notoirement malfaisant et coutumier des fausses affirmations, même grossières ou visibles comme le nez au milieu de la figure. En conclusion, faites attention aux publications que vous relayez et vérifiez tout ce que vous pouvez avant de le faire. Personnellement, il ne m'a fallu qu'une dizaine de secondes pour me rendre compte de la supercherie, mais ce ne sera pas le cas de quelqu'un qui n'y connaît rien en automobile. Ceux qui ne font pas les vérifications peuvent influencer l'opinion en véhiculant de fausses informations. Et la preuve est donnée ici que même gros comme un camion, un fake peut toujours mener à une croyance. Voilà, ce journal est désormais terminé, merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. S'il vous a plu, un petit pouce vers le haut est apprécié et n'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez pas manquer la prochaine édition. Nous en sommes au jour où je vous parle à 99 600 abonnés. Je vous remercie beaucoup et il ne nous reste vraiment plus beaucoup de chemin pour les 100 000. Autre petite information, il risque d'y avoir quelques perturbations sur la publication des vidéos dans les prochaines semaines, puisque je commence la construction de mon nouveau studio et de mon bureau. Donc ne vous étonnez pas s'il y a des petits décalages, voire une semaine par exemple où il n'y aura pas de vidéo. C'est possible, j'ai pas encore fait de planning, je vais essayer tout de même de réussir à vous faire une vidéo au moins par semaine, voire les deux si c'est possible. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Portez-vous bien. Ciao.